Merci de préférer Bénin Business 24 pour vous informer. Bienvenue au 19h45. Ce 16 mai, on célèbre la 55e journée mondiale des communications sociales, une journée choisie par l'Église catholique pour faire connaître les moyens de communication au niveau des paroisses et des diocèses. Entraide, solidarité, réciprocité, reconnaissance et tolérance, telles sont entre autres les valeurs prônées par le vivre ensemble célébré ce 16 mai. Comment les Béninois perçoivent-ils ce concept? Nous leur avons donné la parole dans cette édition. Et enfin, qu'est-ce que l'ergonomie? Eh bien, c'est une science qui permet de booster les performances des ressources humaines d'une entreprise. Tout sur ce métier rare dans ce journal. Vous ne le savez peut-être pas, mais aujourd'hui, 16 mai, c'est la journée mondiale des communications sociales. Une journée créée par l'Église catholique pour mieux faire connaître les moyens de communication au niveau des paroisses et des services de l'Église. Au cours de cette journée, les chrétiens catholiques du monde entier sont invités à prier pour les professionnels de la communication et à récolter des fonds pour soutenir les services diocésains de l'information. Plus de détails dans cet élément. C'est l'unique célébration mondiale voulue par le Concile Vatican II. Instituée en 1966 à l'initiative de l'Église catholique, la journée des communications sociales manifestait à l'époque la prise de conscience des enjeux de société que représentaient les moyens de communication de masse. 55 ans après, c'est toujours une occasion pour réfléchir aux enjeux d'une communication fidèle à l'enseignement de l'Église. L'Église du Bénin, dans son ensemble, dans l'ensemble de ses fidèles, on a une aspiration commune. Il s'agit d'avoir des instruments de communication. On a déjà une radio, maintenant on aspire à avoir une télévision. Et cette télévision ne sera pas ni de nature politique, ni idéologique, ni même sociale, mais ecclésiale. Mis sous le thème « Viens et vois », communiquer en rencontrant les personnes où et comme elles sont, cette journée met en lumière la nécessité d'aller à la rencontre de son prochain. Le pape François a justement parlé de la rencontre. Nous rencontrer les uns les autres et faire route avec. Rappelez-vous des disciples d'Emmaüs, Jésus faisait route avec eux dans leur inquiétude. Jésus, qui était omniscience, ne s'est pas empressé de dire aux disciples qu'il était la vérité. Il a laissé exprimer même leur ignorance et les accueillir tels qu'ils sont afin de les ramener à la splendeur de Dieu. Et ça doit être l'attitude de chacune et chacun de nous dans la communication. Aujourd'hui, la survenue de la pandémie du Covid-19 ayant entraîné la fermeture des lieux de culte a obligé l'Église à trouver les moyens pour répondre au défi de communiquer l'Évangile. L'Église va à la rencontre des hommes et des femmes là où ils sont. C'est pour cette raison que le temps de pandémie a été en même temps un temps qui nous a permis de mieux nous développer et nous avons des initiatives par-ci et par-là qui ont permis aux uns et aux autres de communiquer la foi à travers le monde numérique. C'est vrai qu'il y a peu de facilité à le faire, mais il y a aussi la nécessité de se former davantage pour faire face au système plus structuré de notre monde, surtout du monde économique. Ainsi, cette journée des communications sociales offre l'opportunité de contribuer à rendre plus visible le message de l'Église à travers le monde, à l'instar de la foi chrétienne qui s'est communiquée à partir des premières rencontres sur les rives du Jourdain et du lac de Galilée. Et qui dit foi chrétienne et communication sociale dit forcément vivre ensemble
en paix. C'est d'ailleurs l'autre journée célébrée ce 16 mai. Elle a été initiée pour mobiliser les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance, de la compréhension et de la solidarité. Une occasion pour exprimer le désir profond de vivre et d'agir ensemble. Émile Azokota nous propose cet élément sur la perception qu'ont les Béninois justement de cette notion de vivre ensemble en paix. Dans un monde de tension, de rejet des autres et de discrimination, la quête de la paix et la volonté de vivre ensemble en harmonie sont plus fondamentales que jamais. Vivre ensemble en paix, c'est accepter les différences, être à l'écoute les uns des autres, faire preuve d'estime, de reconnaissance envers autrui et vivre dans un esprit de paix et d'harmonie. Sous nos cieux au Bénin, certains citoyens en sont conscients. Vivre ensemble en paix, c'est tout simplement, ça part d'un état d'esprit et aussi d'un comportement. La paix, comme on le dit, c'est un comportement. Vivre ensemble en paix avec ceux qui sont autour de vous, avec vous, c'est les respecter leurs droits, les accepter comme tels. Pour vivre ensemble, tu n'as pas besoin d'être à part avec ta religion. Tu dois être ensemble avec tout le monde. Les musulmans peuvent être ensemble avec les chrétiens, les vaudouistes, toute religion ensemble, confondues, peut être ensemble. C'est important de vivre ensemble, de laisser de côté nos différends et de travailler, de coopérer ensemble, parce qu'on est tous des frères. On doit savoir rester ensemble. Le vivre ensemble a pour but de favoriser le dialogue entre les religions et les cultures et mobiliser la communauté internationale autour de la tolérance, la solidarité et l'inclusion. Pour certains citoyens, c'est une condition sine qua non qui concourt à la paix. Vous êtes dans une unité où il y a déjà 4, 5, 6, voire 10 personnes. Il faut déjà savoir que c'est un milieu où si chacun ne cultive pas la sociabilité, si chacun ne cultive pas le vivre ensemble, ce milieu est déjà un milieu de tension. Donc il faut éviter les tensions. Et pour éviter les tensions, il faut dialoguer. Il faut s'écouter. Il faut se pardonner. La tolérance, c'est la tolérance, c'est une vertu importante de vivre ensemble. La tolérance. Il faut vraiment tolérer les autres parce qu'ils ne sont pas, vous appelez Pierre, l'autre s'appelle Paul. Donc vous n'êtes pas obligé de penser de la même façon, de voir les mêmes choses, d'avoir les mêmes approches. Il faut se respecter. Et ça, c'est la communauté qui gagne, c'est le pays qui gagne, c'est la société qui gagne parce qu'elle a toutes les conditions pour, n'est-ce pas, se développer sans heurts, dans la convivialité, dans la fraternité, dans la compréhension. Unis dans la différence et dans la diversité en vue de bâtir un monde viable reposant sur la paix et la solidarité, le vivre ensemble en paix est une nécessité pour tous. Il est d'ailleurs même l'un des principaux objectifs du programme 2030. Parlons à présent de la lumière qui joue un rôle central dans nos vies et dont la compréhension permet les plus grandes avancées scientifiques et technologiques. Son étude a d'ailleurs conduit à des sources d'énergie alternatives prometteuses, à des progrès essentiels en médecine, des technologies et des traitements diagnostiques ainsi qu'à de nombreuses autres découvertes qui ont révolutionné la société. C'est d'ailleurs le cas de l'hydrogène vert, ce carburant qui est issu de l'énergie solaire. Nadège Omlandesani et Christian Devouchi nous en parlent dans cet élément. Produit de l'hydrogène vert grâce à la lumière. Les chercheurs s'y attellent depuis plusieurs décennies. Cette technologie, produite de façon industrielle autrefois, permet aujourd'hui de transformer l'énergie issue du soleil en un carburant inodore, incolore, ne rejetant aucun polluant dans l'atmosphère. Mais l'innovation de la production de l'hydrogène, qui est un puissant vecteur énergétique, aujourd'hui, à l'aide des énergies renouvelables, se fait de manière plus douce, en ce sens que cela ne génère pas du CO2, ça ne pollue pas l'environnement. Et c'est un vecteur énergétique qui a une très forte capacité énergétique. Par exemple, 1 kg d'hydrogène, ça fournit plus de 3 fois l'équivalent d'énergie d'un kilogramme d'essence, par exemple.
De l'eau et de la lumière, ce sont les sources nécessaires aux chercheurs de l'Institut des sciences chimiques de Rennes pour produire de l'hydrogène. Contrairement à d'autres scientifiques qui utilisent les panneaux solaires pour convertir la lumière en électricité, ils ont opté pour un système plus simple. Plusieurs techniques ont cependant été développées pour produire ce carburant. D'après les chercheurs, les matériaux utilisés pour l'instant sont trop coûteux pour rendre la technique viable. L'enjeu est donc d'obtenir un rendement important avec des matériaux à bas prix. Les recherches se poursuivent dans les pays développés. Certains donnent l'horizon 2025, d'autres donnent l'horizon 2028 pour qu'on puisse renverser la tendance, c'est-à-dire que on produit l'hydrogène avec les panneaux solaires ou les éoliennes de façon à un prix de revient tellement bas que lorsque nous alimentons les voitures, les camions, les bus et les avions, on puisse être confortable sur le plan de la viabilité financière et puis la viabilité environnementale. Tout comme l'Allemagne, la Chine, le Japon, la Corée du Sud ou encore la France, de nombreux pays investissent massivement dans l'hydrogène vert afin d'accélérer leur transition énergétique et réduire la pollution liée au transport. Les analystes affirment que l'hydrogène vert va constituer 25% de la demande énergétique mondiale en 2050. En Afrique, le Maroc fait partie des pays à fort potentiel pour la production de l'hydrogène vert. Le pays pourrait couvrir d'ici 2030 2 à 4% des besoins mondiaux en carburant et combustibles produits à partir de l'hydrogène vert. Parlons à présent de ce métier rare qu'est l'ergonomie. C'est une science qui permet de booster la performance des ressources humaines d'une entreprise. L'expertise d'un ergonome permettrait d'accroître les gains de rendement, de productivité et de motivation. Explication ici sur le concept de l'ergonomie. L'ergonomie est une science qui est jeune et qu'il faut intégrer dès la conception des entreprises. C'est-à-dire que ce soit du bâtiment ou même de l'organisation du travail. C'est une démarche qu'il faut intégrer bien en amont pour pouvoir profiter de tout ce qu'elle va apporter en termes surtout de bien-être pour les travailleurs et de performance pour l'entreprise. Performance durable, je rappelle. Parce que vous voyez souvent, on a des entreprises qui, elles se créent. À un moment donné, elles connaissent un niveau de performance et après, elles chutent. Soit elles chutent ou alors elles disparaissent. La démarche ergonomique aujourd'hui, elle permet un développement économique durable pour l'entreprise surtout. Je peux dire que je suis quand même la seule femme ergonome au Bénin. Donc c'est sûr que des ergonomes, vous n'allez pas en voir dans toutes les entreprises. Là actuellement, moi j'interviens en tant que consultante pour les entreprises, c'est-à-dire qu'à la demande d'un décideur d'une entreprise. Ça peut être le DRH, le DAF, le médecin du travail, le DG, pourquoi pas. Moi, j'interviens à sa demande. Et aussi, n'oublions pas les représentants du personnel, le comité hygiène et sécurité, par exemple, pour une analyse des conditions de travail ou pour une problématique de baisse de performance, ou pour la baisse de la qualité du service rendu dans les entreprises qui sont dans le service, ou encore pour une entreprise qui se rend compte qu'elle dépense beaucoup en termes de maladies professionnelles. Donc, dans ce cas-là, ces entreprises peuvent faire appel à un ergonome. Il faut dire que toutes les entreprises peuvent solliciter les services d'un ergonome, dans la mesure où partout où des hommes et des femmes travaillent, l'ergonome a sa place. C'est tout pour ce 19h45. Merci pour votre aimable attention. Vous pouvez retrouver cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien.